Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc c'est un moment un peu particulier ce moment-là, c'est un petit moment de synthèse, c'est un petit moment qu'on avait déjà fait au WW 2012 avec Jacques et avec Thierry qui est là, qui représente le canal historique. C'était un moment qu'on avait voulu où on prend un peu de recul sur les usages, un peu de hauteur sur les usages qu'on a d'Internet. Alors c'est pas que philosophique, c'est pas que marketing, c'est pas que technique, pardon, c'est pas que marketing, c'est un peu philosophique, un peu sociétal. C'est quoi Internet, où on en est, où on va. Et donc l'idée c'était de réunir des points de vue un peu différents et d'avoir un échange, de discuter, que vous discutez entre vous. Donc je vais vous présenter assez rapidement, puis après je vais vous laisser parler. Marie-Laure, qui nous vient de Montpellier. Qui te présente, qui est plutôt community manager, marketing, on va dire, en sensibilité. Donc le canal historique, Thierry Crouzet, qui a écrit des bouquins autour du numérique, mais pas que. Qui a un blog que j'adore aller lire, avec plein de choses intéressantes. Puis en ce moment il est un peu énervé après Wikipédia, je pense qu'on va pas trop le pousser mais il va partir vite là-dessus. Gérald, avec qui, si vous me suivez sur ma chaîne Twitter, on a fait des choses intéressantes sur les conditions générales d'utilisation du YouTube, comment ça évolue, et je pense que c'est intéressant de voir l'évolution du web à travers cet aspect un peu juridique. On part du Far West et puis on va sur des choses plus business, donc certains ont t'es là pour charmer, oui, vous donnez ton focus plutôt législatif un peu, je pense que c'est intéressant ces évolutions-là. Et ensuite Jacques Froissant qui vient de Paris, mais pas que, et de Bordeaux. Plutôt une vision plus RH, plus start-up, voilà. Donc on va commencer, on va pas être trop galant, mais on va commencer par le canal historique, avec Thierry qui va un peu donner un peu le ton de la discussion. Il me laisse à froid comme ça. Alors le but c'est de prendre de la hauteur, ça va être difficile. En fait si on voulait vraiment prendre de la hauteur, on devrait tout de suite partir d'ici et aller se mettre au soleil parce qu'il fait une sublime journée. Et si vous êtes resté là toute la journée ou même 2 jours, vous avez rien compris au net. Et parce que le net a tendance à nous enfermer de plus en plus, je pense. Et tous ces événements sont toujours dans des salles comme ça, obscures, enterrées. Moi je trouve que ça très déprimant. J'aimerais bien qu'un événement comme ça soit organisé au bord de la mer, en montagne, à des vrais endroits quoi, des endroits où on vit. Ouais, je n'ai jamais été invité. Donc voilà. Où on en est d'Internet, pour moi, on en est à une phase qui est triste. Alors vous, là, j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai compris, vous êtes tous là plutôt pour faire du business ou lancer votre carrière sur le net. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, en fait. Mais j'ai l'impression que j'en arrivé il y a 3 quarts d'heure, donc j'ai juste reniflé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire leur vie avec le net. Et en fait, les gens comme moi, qui sont vieux, moi j'ai 50 ans, donc ça fait 25 ans que je vis avec le net, même plus même, donc il ne faut pas le dire. Et disons au début des années 90, durant les années 90, on a rêvé de faire avec le net un outil qui allait changer pas seulement nos vies, mais qui allait changer la société, qui allait tout changer. On croyait qu'à l'affaire de quelques années, on allait transformer cette société verticale en une société horizontale. On a cru qu'on allait grâce à plus d'intelligence collective, régler les problèmes écologiques, les problèmes économiques, etc. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé depuis que le net s'est ouvert au public, tous les problèmes qu'on avait sont devenus encore plus graves. Sur l'écologie, on n'a pas avancé, on a reculé. Sur l'économique, on a reculé. Et on recule sur beaucoup de points qu'on a pensé résoudre au tout début de l'histoire du net, parce qu'on allait pouvoir se communiquer de pair à pair. Et on sait que si on communique de pair à pair, alors il y a des modèles théoriques là-dessus qui montrent que l'intelligence du groupe augmente. Mais si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus de pair à pair. Et ça va très loin. Pourquoi on a détruit le pair à pair? Si vous regardez par exemple Adopi en France, le but d'Adopi c'était d'empêcher le P2P. Et le P2P c'est quoi? C'est bien du pair à pair. C'est des gens qui peuvent échanger les uns les autres sans passer par un serveur central. Donc on a pris des mesures comme Adopi pour
que les gens qui veulent échanger des fichiers ne passent plus entre eux, mais passent par des serveurs et fassent du streaming par exemple. Donc avec une loi comme Adopi, on fait passer de la décentralisation, le piratage, à du piratage centralisé, et qui est immonde en fait. Parce que le piratage centralisé, alors que dans le P2P, personne ne gagnait de l'argent, et on échangeait tous nos fichiers tranquillement, maintenant quand on va sur un site de streaming, ce site de streaming pirate, et en plus il gagne de l'argent sur le dos des créateurs. Donc en plus de pirater, il prend de l'argent au système. Mais ça c'est un exemple sur le streaming, mais c'est vrai pour tout. Facebook fait la même chose quand on poste nos statuts. Donc chaque fois qu'on poste quelque chose, Facebook s'enrichit, et nous on s'appauvrit en fait, parce qu'il n'y a pas de raison. Le service qu'ils nous rendent est, à mon avis, bien inférieur à l'argent qu'on leur fait gagner. C'est pour ça qu'ils s'enrichissent démesurément. Et si vous regardez le web, alors je ne sais pas s'il y en a qui lancent des boîtes ici sur le web, il y a des gens qui sont en train de créer des boîtes. Ouais, il n'y en a qu'un, bon, ça va alors. Si on regarde les autres... si on regarde la plupart des boîtes qui se créent aujourd'hui, et en tout cas les boîtes qui sont capitalisées, qui sont énormément capitalisées, c'est toutes les plateformes. Et qu'est-ce que c'est une plateforme? C'est quelqu'un qui ne va rien faire, si ce n'est essayer de faire passer tout le monde par elle pour piquer de l'argent. Et ça n'apporte absolument rien. Regardez tous les sites d'hôtels par exemple, qu'il y a aujourd'hui, toutes les centrales pour réserver les hôtels. Aujourd'hui, si vous connaissez le nom d'un hôtel, vous le saisissez sur Google, vous trouvez pendant 100 pages, c'est que les centrales de réservation. Et le site de l'hôtel, vous ne le trouvez pas. Et pourquoi ça fait ça? Parce que les centrales, toutes les plateformes ont plus de thunes pour acheter du référencement, donc elles sont toutes en top, et les gens qui sont indépendants ne peuvent plus exister sur le net, donc il n'y a que les plateformes qui ont les moyens d'être visibles en fait, en tout cas par les moteurs. Bon, ça c'est parce que Google a perverti, l'algorithme de Google a été perverti, mais c'est l'état actuel. Donc si on veut se lancer dans un business qui n'est pas une plateforme dont en général on ne trouve pas de thunes pour le lancer, et en plus on ne trouve pas la visibilité non plus. Parce que la visibilité est donnée qu'à ceux qui ont déjà de la thune. Donc ça c'est la tendance que prend pour moi le web, et c'est lié à un mécanisme qui n'a a priori aucun rapport avec le web, c'est lié à la façon dont on fabrique l'argent. Alors ça vous le savez peut-être pas, mais l'argent il y a des gens qui le fabriquent, parce que si vous avez de l'argent dans votre poche, il y a bien quelqu'un qui le fabrique, et cet argent. Et cet argent, il n'est pas fabriqué par l'État, ni par nous, sauf si vous êtes sur Bitcoin, des choses comme ça. Il y a encore Bitcoin, c'est critiquable, très critiquable. Il est créé par les banques aujourd'hui, cet argent. Et quand les banques créent de l'argent, à qui elles le donnent? Elles le donnent aux entreprises qui ont une potentiel de gagner de l'argent. Pour pouvoir de l'argent créé, on en fabrique encore plus. Donc tout cet argent aujourd'hui, il est canalisé vers quelques boîtes. C'est les Google, les Facebook, tous ces gens-là, les Twitter, ont bénéficié de ça. Amazon, qui a perte systématiquement depuis 15 ans maintenant, et qui continue à recevoir de l'argent. Et ces gens qui reçoivent énormément d'argent, en fait, ce qui se passe, c'est que les créateurs ou les actionnaires de toutes ces boîtes sont en train de s'enrichir démesurément, et les autres s'appauvrissent en fait, pour comparer. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez l'étude Oxfam qui sort chaque année et qui fait l'état de l'écart entre les riches et les pauvres. L'année dernière, les 85 personnes les plus riches de la planète étaient aussi riches que les 50% les plus pauvres. Donc c'est 85 personnes aussi riches que 3,5 milliards. Et regardez ce qu'est en train de faire le net et tout un système de start-up à la con. C'est que cette année, c'est 67 personnes qui détiennent les 50%. L'année prochaine, ça sera 50 peut-être. On est en train de créer un système qui est vertigineusement inégalitaire. Donc le net, sous prétexte de recréer des liens, de horizontaliser la société, est en train de la verticaliser de façon gigantesque. Alors c'est notre faute. C'est notre faute parce qu'on est tous en train d'utiliser, on va tous sur Facebook comme des cons, sur Twitter, sur Google. On utilise tous les mêmes services parce qu'on veut tous être visibles. Ça, c'est l'autre tarte à la crème. On nous a fait croire qu'on allait être visible et que la visibilité allait nous faire manger, en fait. J'ai écrit un billet dans le train ce matin en venant. Il y a un journaliste je ne dis pas qui c'est, d'un grand canard français, qui veut reprendre un billet de mon blog il y a 2 semaines.
un billet que j'avais écrit pour une boîte qui m'avait payé. Donc j'ai dit, ben, appelle à cette boîte, vois s'ils veulent bien que tu le reprennes. Et j'ai dit, en passage, si tu veux, je peux t'en écrire, moi, des billets comme ça. Sous-entendu, si tu me payes, j'en écris. Et le gars me dit, ah ouais, vas-y, fais-en. Et j'ai dit, ok, mais tu as compris qu'il fallait que tu me payes? Ah ben non, moi j'ai des pages vues, je donne de la visibilité. J'ai dit, est-ce que je mange avec ça? Si tout le monde me donne de la visibilité, je fais quoi? Et en ce moment, les gens qui créent ces startups, donc qui reçoivent de l'argent, en fait, qu'il y a des gens qui fabriquent avec des imprimantes 3D, ils fabriquent l'argent, ils leur donnent, et ces gens-là sont en train de nous dire à nous, eh ben, vous allez vous nourrir de l'air du temps. Et donc, on est dans un système où les créateurs crèvent la dalle. Moi, je suis écrivain, ça va, moi je suis presque rentier, donc j'ai eu la chance de gagner des sous, j'étais avant vous sur Internet, donc j'en ai profité un peu. Mais tous les gens aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance de profiter un peu de la bulle en 2000, ou des bulles ultérieures, aujourd'hui ils galèrent énormément. Il y a 100 auteurs en France qui arrivent à vivre correctement, les autres ils galèrent. Donc pourquoi? Parce que tous les gens qui créent du contenu, on leur dit, ben, vous allez avoir de la visibilité, vous allez passer à la télé, on leur promet ça et jamais ils passent, ça va suffire à votre épanouissement. Et c'est très bizarre. C'est en train de se répandre, et je pense que le net est en partie responsable de ça. Alors, je crois toujours à tout ce que j'ai pu dire il y a des années qu'on peut changer le monde avec le net, à condition qu'on se change nous d'abord. Et ça, on l'a pas fait, personne ne l'a fait. C'est-à-dire que si on se comporte tous comme des moutons de Panurge, le net est terriblement dangereux. Il a le moyen de nous faire aller tous au même endroit, et collectivement, on n'a pas grand-chose à y gagner. Moi, j'ai écrit des livres où j'ai théorisé qu'on allait horizontaliser et où on allait s'individualiser, c'est-à-dire devenir un et irréductible, c'est-à-dire qu'on allait devenir des êtres tous très différents les uns des autres, c'est-à-dire on va jamais tous au même endroit dans cette salle, il devrait y avoir 100 réseaux sociaux dans lesquels on va. Et là, en fait, je pense que tout le monde a son compte Facebook, tout le monde a son compte Twitter, et en fait, ça, c'est non, il y a quelqu'un qui est sauf là-bas, qui est. Mais si on va tous au même endroit, on cherche tous à communiquer au même endroit, en fait, on ne s'individualise pas, parce que le fait même d'aller sur ces endroits-là, c'est déjà une preuve qu'on se soumet au système. Et si on se soumet au système, le système, il ne va pas nous amener vers quelque chose de bien. Si on va tous au même endroit, la censure est super facile, le contrôle est super facile, et en fait, on va vers une société totalitaire. Moi, je pense qu'on va vers une société totalitaire. C'est un amplificateur. On était déjà, la société libre et idéale n'a jamais existé, mais là, on y va très vite, et personne ne fait rien. On a beau, même ceux qui l'écrivent, ça a l'air d'intéresser personne. Et le fait que l'écart entre les riches et les pauvres se creuse sans cesse est en accélération, jusqu'où ça va tenir? Il y a des très riches, parmi les 0,01% qui commencent à écrire des articles, attention, on va nous couper la tête, qui commencent à le dire, à être conscient qu'il y a un gros bug, mais là c'est comme si une bombe avait explosé et on fait rien. Et le net, et si on voit tous les gens qui sont les 0,1%, ils sont tous sur le net à fond aujourd'hui. Donc le net, évidemment, participe à ce phénomène. Je ne sais pas comment on va en sortir. Rebondir sur la partie juridique, parce que là on est parti fort, vous avez vu, on est parti fort, sur Adopi il est parti sur la partie juridique des évolutions, donc ça t'a interpellé, je t'ai vu tiquer. Il y a plein de choses qui me font tiquer, mais positivement. D'abord, moi je suis très content d'avoir quelqu'un comme ça à côté de moi, parce que, il a une façon de dire con qui est extraordinaire, qui n'est pas vulgaire. Et on l'a vu, c'est génial, moi j'y arrive pas. Et deuxièmement, ce qui va par contre plus me valoriser, c'est que pour une fois j'ai pas l'impression d'être l'oiseau de mauvais augure. Ça a été un peu déjà fait, je suis pas celui qui va, en tant qu'avocat, en tant que... Vous savez, vous allez voir l'avocat un peu reculant. J'ai pas l'impression d'être celui qui va dire que des choses négatives. Moi, j'ai un peu le même sentiment que ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on n'est plus dans le net qu'on espérait.
Moi j'ai connu le net aussi au tout départ, je dirais du net grand public, donc en 96, et j'étais déjà dans des études de droit. Je me suis très vite spécialisé là-dedans, et donc j'ai quand même pas mal de visibilité sur ce qui s'est passé. Et l'impression que j'avais, et qui n'a pas été fausse, il me semble, c'est que on est parti sur un net qui était soi-disant un Eldorado, plutôt un espace de liberté. On savait très bien, nous les juristes, on savait que ça n'allait pas durer. Enfin, on ne s'est jamais dit oui, mon Dieu, ça va durer des années, il va y avoir de la contrefaçon à foison, personne ne va rien dire, c'est un espace de non-droit, il y a un vide juridique, alors l'incroyable vide juridique, vous savez, c'est un truc comme le trou noir, c'est un truc qu'on ne voit pas, mais on sait qu'il y a un vide là. Mais non, il n'y a jamais eu de vide juridique, il y a simplement eu des lois qui n'étaient pas tout à fait adaptées, et puis il y a eu des magistrats pour les appliquer, et au fur et à mesure que les magistrats ont appliqué les lois, ben, on s'est rendu compte qu'effectivement le droit avait sa voix au chapitre, et puis évidemment le législateur, alors avec un temps de retard, hein, toujours, hein, le législateur, vous savez, c'est un truc qui a de l'inertie, hein, ça arrive avec des fois 10 ans de retard, puis quand la loi sort, elle est déjà périmée. Donc évidemment, il y a du retard, mais on est arrivé finalement à museler le web, c'est sûr, et parfois même tellement qu'on voit aujourd'hui des rapports, je pense à un rapport qui a été rendu à Aurélie Filippetti il n'y a pas très longtemps, qui dit en substance, oui, il faut que les plateformes censurent et filtrent avec des robots pour éviter qu'il y ait de la contrefaçon, mais attention à la surprotection, attention à ne pas exagérer au surblocage, au surfiltrage, parce qu'en fait on va exagérer le droit d'auteur et on va du coup censurer. C'est-à-dire que c'est maintenant finalement peut-être les pouvoirs publics qui vont aller faire machine arrière et dire attendez, on a suivi le jeu aussi des ayants droit, on a suivi les majors, on les protège, on va aller sur de la protection, c'est sûr, mais en même temps, on voit qu'ils ont peut-être un peu ce souci de ne pas trop censurer le web pour conserver peut-être l'illusion qu'il y a encore un espace de liberté et que les gens sont encore libres. Mais bon, du point de vue juridique, moi je dois bien avouer que Adopi, je savais que ça arriverait un jour, qu'il y aurait une autorité, c'est pas surprenant. Est-ce qu'elle était efficace? Je n'en sais rien. Il y en a beaucoup qui vous diront oui, 2 condamnations, on a vu le rapport récemment, là, 2 condamnations, voilà, c'est pas grand-chose, 2 condamnations. Elle a entraîné en tout cas une transformation du piratage. Et elle a fait passer d'un piratage qui était P2P, un piratage qui était centralisé. Et ça, voilà l'effet qu'elle a eu. Moi, je pense que ça n'a rien changé au piratage, on pirate toujours autant, mais ça a changé la nature. Hein, et ça a créé des acteurs centralisés, des pirates professionnels, alors qu'il n'y en avait pas. Hein. Alors c'est vrai que moi ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a eu quand même un message qui est passé. Moi j'ai rencontré Adopi, j'ai négocié avec eux parfois. Donc on avait des gens qui n'étaient pas des gens, qui n'étaient pas les grands méchants qu'on pouvait s'imaginer, qui avaient des réactions intelligentes. C'est pour ça qu'il y a eu si peu de condamnations. Moi, je pense qu'il y a eu vraiment un effort qui a été fait de leur part pour sensibiliser et ne pas sanctionner systématiquement. C'est pour ça qu'on a eu si peu de condamnations. C'était vraiment des gens qui étaient irrécupérables selon leurs critères, j'entends bien. Ensuite, on a eu effectivement un effet pervers qui est que du coup, on a 2 sortes de pirates, entre guillemets, de méchants pirates contrefacteurs. Vous avez la personne qui fait ça, qui n'a rien compris et qui va se faire choper. Et puis, il y a ceux qui se feront jamais rattraper par la patrouille. Pourquoi? Parce qu'ils passent par des sites via des serveurs proxy, via des différentes techniques qui vont leur éviter de toute façon, et qui téléchargent avec des vitesses maintenant, j'en connais certains, voilà, c'est des films en quelques dizaines de minutes avec une qualité HD, donc c'est encore pire qu'avant, ça c'est sûr. C'est plus efficace qu'avant, c'est beaucoup plus efficace. Les gens qui proposent des films sont plus organisés. Et par contre, ceux qui se font avoir, et c'est là où les inégalités se creusent, mais pas seulement sur les revenus, c'est sur la connaissance, c'est qu'il y a des vrais bons qui se feront jamais attraper, et puis il y a les vrais mauvais qui, eux, vont être ceux qui vont être rattrapés. Donc du coup, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose, cette Adopi, si ce n'est à faire passer un message. Alors, 6 millions par an de messages, c'est sûr, ça fait peut-être beaucoup. Moi, je pense que c'est un message politique pour simplement rassurer les majors, pour rassurer les ayants droit. Et puis, donc c'est du marketing. C'est tout. Après, l'efficacité, je ne la vois pas. Mais voilà, le message que je voulais vous faire passer avant tout, c'est de dire le droit, il a toujours été là, et maintenant on le voit plus qu'avant. Il est peut-être plus efficace. On a des décisions, par contre, qui viennent en permanence aussi rassurer le web.
c'est pas tout négatif, il n'y a pas que des questions de droit d'auteur, il y a des jurisprudences de cette année, hein, c'est vrai que c'est pas vieux, vous voyez que ça a mis du temps, ça a mis plus de 20 ans, des fois à arriver, qui viennent vous dire aujourd'hui, oui, vous savez, aller consulter un site internet, ça fait pas forcément de vous un contrefacteur. Vous êtes ravis de le savoir, mais il a fallu qu'il y ait une jurisprudence qui vienne vous le dire, elle est très récente. Vous avez aussi une jurisprudence qui va venir vous parler de tout ce qui est création de liens, pour vous dire la création d'un lien n'est pas un acte de contrefaçon. Et bien ça date de février, c'est pas si vieux, février de cette année. C'est la première fois finalement qu'on le disait, ce qu'on appelle la communication au public, un public nouveau, toutes ces notions-là, Larry Svensson, c'est énorme parce qu'on a attendu 20 ans pour s'entendre dire ça, donc c'est pas si évident que ça. Bon, le droit se construit, de temps en temps c'est plutôt castrateur effectivement, et puis de temps en temps c'est plutôt, on est rassuré du fait de savoir que le web qui existe tel qu'on le voit, avec des liens hypertextes, avec des choses qui vous permettent de naviguer assez facilement, et ben, juste les mouvements de tous les jours que vous faites sur le web, c'est pas des choses illégales et vous n'allez pas vous retrouver assigné ou attrait devant les juridictions pénales uniquement parce que vous avez atterri sur une page dont vous ne saviez même pas que le contenu était contrefaisant. Et ça, finalement, c'était pas si évident que ça. Donc, petit à petit, je dirais qu'on a un empilement législatif qui est de plus en plus difficile à comprendre. Ça fait mon beurre, j'en vis. Je vis de la complexité. Il ne faut pas se le cacher. Mais néanmoins, en même temps, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à une situation juridique qui, de temps en temps, je l'espère, va remettre le curseur au bon endroit entre ce qui est de la liberté, ce qui est de la violation de la loi, et qu'on arrivera quand même à quelque chose qui est peut-être un petit peu moins égalitaire et inégalitaire que ce que tu décrivais, même si du point de vue des revenus, là, j'ai pas mon avis parce que j'ai pas les stats en tête et je te fais confiance. Mais le côté juridique, moi je crois que c'est pas ce qui se passe sur le juridique, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est vraiment au niveau de la structure, la topologie du web qui change. Et si on regarde les cartographies, et c'est terrible de voir comme les cartographies se centrent avec des centres. Et ça, je sais pas, vous devez connaître cette loi, le winner take all. Donc cette loi, c'est une loi en fait mécanique des réseaux. On sait que sur un réseau, même dans notre cerveau, il y a des neurones qui vont établir plus de connexions. Et dès qu'il y en a un qui commence à établir plus de connexions, il en établit encore plus. Et mécaniquement, si on prend un réseau, quel qu'il soit, il y a toujours un Google, un Facebook, quelques acteurs qui sont hyper connectés par rapport aux autres. Et ça, c'est un gros problème. On n'en était pas conscient, franchement. Moi, j'ai vraiment pris conscience de ça au début, là, depuis 2010, que cette loi du winner take all, on la connaissait avant, mais qu'elle allait devenir aussi dangereuse. Et le fait qu'il y ait ce mécanisme, je pense que ça impose au niveau des États, justement, de la législation, pour casser cette loi. Parce que si on laisse cette loi naturelle se développer, on va avoir des géants qui vont se croire tout puissants. C'est sûr qu'on est en train d'assister à ça. Ouais. C'est nouveau parce que c'est à l'échelle de la planète. Coca-Cola, ils n'ont pas eu besoin des réseaux sociaux. Monsanto n'a pas eu besoin des réseaux sociaux. Le web, je suis d'accord avec toi, c'est un accélérateur de ça, mais c'est pas nouveau. En temps passé, je pense que ça change beaucoup. Le temps qu'on passe sur Google, sur Google, c'est phénoménal aujourd'hui par rapport. Coca-Cola, tu le vois, ok, ça peut. Là, sur le net, tu vois, tout est manipulé, toutes les informations auxquelles tu accèdes. Je pense que ça va avoir beaucoup plus de conséquences. Et l'ampleur, en nombre de liens, je pense, est faramineusement, ça va plus vite. Donc, je pense que c'est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, ça existait, les réseaux, c'est pas apparu le net. Thierry qui parle de loi naturelle, mais l'avocat ne parle pas de loi naturelle, vous ne parlez pas de deux lois, des mêmes lois. La loi naturelle, si c'est la loi telle qu'elle est ressentie par les individus et le sentiment de justice, d'équité et tout ça, non, il n'y a pas de loi. Enfin, elle ne doit pas se limiter à ça. Une loi, c'est fait pour protéger les grands intérêts de la société. Donc là, on parle d'un intérêt économique qui est d'empêcher les concentrations, peut-être à outrance. Et c'est sûr que toutes les lois antitrust qui existent aux États-Unis, ou que ce soit une autre aussi, où les positions monopolistiques sont quand même assez mal vues, les concentrations horizontales ou verticales sont mal vues, il y a un moment, ça va leur tomber dessus. Les lois vont aussi servir de pare-feu, c'est le cas de le dire, à ça. J'espère qu'on aura effectivement des textes qui vont éviter d'avoir ces pieuvres immenses
qui vont étouffer, parce qu'on le sait, c'est la concurrence qui fait qu'il y a quelque chose qui arrive à survivre. C'est vrai dans le monde animal, c'est vrai en économie. Il faut impérativement qu'on ait de l'air avec des gens, des challengers en permanence. Donc la loi, elle est faite pour ça. On sait très bien depuis toujours que de toute façon, s'il y en a un seul qui prédomine et un qui prend tout, c'est lui qui va aussi tuer tout le monde en imposant son prix, en imposant sa façon de faire. Et on est de toute façon au niveau législatif d'éviter, c'est-à-dire quand on a un gros Facebook en face de nous, eh bien on a le groupe de l'article 29, c'est-à-dire toutes les CNIL, l'équivalent des CNIL européennes qui viennent dire attention, monsieur Facebook, il va falloir quand même nous rendre des comptes à un moment, il va falloir aussi nous dire ce que vous conservez, il va falloir et on va se donner les armes pour vous sanctionner. Et pour moi, ça aussi, c'est le rôle de protection des individus, des libertés individuelles qu'ont les autorités, qu'ont les États. Donc, bon, évidemment, on protège les ayants droit, on protège les individus contre eux-mêmes, hein, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est un peu le problème. On a un peu l'impression de les protéger, c'est un peu la ceinture de sécurité, on les protège contre eux-mêmes. Donc, bon, moi je ne vois pas ça uniquement d'un point de vue complètement fermé, complètement négatif. Merci, je vous demande à m'excuser par avance, j'ai pas de voix. Donc ça complexifie un peu l'écoute. Oui, je voulais rebondir sur le rôle des algorithmes et le rôle des êtres humains à l'intérieur de ce qu'on voit évoluer effectivement comme pratique et monopolistique, bien sûr, de cette concentration, mais aussi de la manière dont chacun à notre échelle, effectivement, on peut agir. Il me semble, et moi je reste profondément optimiste par rapport à tout ce qu'on vient de dire, pour pratiquer un web qui a toujours été très, dans ma pratique, localisé, en fait, et qui finalement est quelque chose qui, à notre échelle humaine, si on s'intéresse à ce que ça apporte justement sur un territoire, peut nous sortir de cette vision, me semble-t-il, un peu ogresque, du fait qu'on se fait complètement manger. Bien sûr, ça demande de l'effort, bien sûr, ça demande de l'éducation, ça demande d'être conscient que ces algorithmes-là nous empêchent, je rejoins complètement ce qui a été dit, nous empêchent, nous éloignent en fait les uns des autres. Ce qui a été dit sur Facebook nous rapproche pas du tout, parce que l'algorithme aujourd'hui est fait pour qu'on se voit de moins en moins, etc. Malgré tout, il y a une possibilité aujourd'hui d'utiliser consciemment l'ensemble des mécanismes et des outils qui sont mis à notre disposition et qui nous donnent un pouvoir, malgré tout, qu'on n'avait pas du tout avant. Et ça, faut, à mon sens, quand même pas le dévaloriser. On a changé quoi? On a changé, je veux dire, quelque chose de très simple. On va faire partir un petit témoignage personnel. Moi, à mon échelle, par exemple, ça a changé énormément de choses, et individuellement, ça peut changer les choses par répercussion de beaucoup d'autres personnes. Donc on arrive tous à constituer aujourd'hui des réseaux qui peuvent bénéficier de ce partage d'expériences. Et bon voilà, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Je pense aujourd'hui que effectivement il y a une prise de conscience politique importante, publique importante, qui doit avoir lieu par rapport à ça, sur la manière dont on doit se réapproprier un certain nombre de choses sur les territoires. Le fait, par exemple, effectivement, que Google Maps, Google Street View soit une forme de numérisation de tous nos espaces publics, et le fait qu'un territoire, enfin plus exactement des institutions publiques, n'aient pas la propriété de leur territoire en termes numériques, puisque finalement si je veux comment dire, contribuer en tant que citoyen par exemple sur mon territoire avec le crowdsourcing, avec je diffuse un certain nombre d'informations, ou je renseigne des informations sur une carte pour dire qu'il y a telle et telle je sais pas moi, anomalie dans ma rue, etc. Je le fais toujours sur Google Maps, enfin quand je dis toujours, tu comprends ce que je veux dire, on le fait majoritairement là. En fait donc ça rend absolument pas service à la communauté, enfin du moins on croit que ça rend service dans un premier temps à la communauté. En réalité, effectivement, ça crée de la valeur pour Google, c'est sûr, mais l'institution publique, qui elle est garante de l'intérêt général, n'aura pas accès à ces données, elles ne lui appartiendront pas. Donc je pense qu'effectivement on a besoin de prendre conscience de ce sur quoi on agit, de savoir effectivement où sont les droits d'auteur, de savoir à qui appartiennent les données. Moi je travaille beaucoup sur l'open data auprès des collectivités locales, en plus de faire du marketing.
par ailleurs auprès des PME sur les médias sociaux. Et donc cette préoccupation-là, je l'ai au quotidien, de savoir justement qu'est-ce qu'est le bien commun, qu'est-ce que sont les biens publics, comment on peut justement lutter par rapport à cette richesse qui nous échappe sur nos territoires, et comment on peut quand même encore largement se servir des médias sociaux pour se mobiliser sur des territoires et faire des grandes choses. Je dis faire des grandes choses, alors là je vais rejoindre du coup beaucoup plus le secteur privé, mais j'ai eu la chance de pouvoir prendre part de manière très active à la mobilisation French Tech à Montpellier. On était, on va dire, une dizaine à être très actifs et 3 nanas super actives dans le réacteur. On a tout fait sur les réseaux sociaux, en plus du fait de pouvoir se retrouver évidemment de manière physique dans des lieux très régulièrement. Ça, ce pouvoir-là, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas, et ça nous aurait pas donné la capacité de mobiliser, pas seulement pour un label, pas seulement pour des financements pour quelques startups qui arriveront tant mieux dans des accélérateurs privés parce qu'elles en ont besoin, mais aussi parce que l'ensemble des personnes qui sont mobilisées sont bien au-delà des startups qui seront destinataires des financements publics, sont plein d'acteurs qui ne pouvaient pas forcément se reconnaître dans une communauté particulière et qui, elles, se sont retrouvées dans des liens beaucoup plus denses. Donc on avait des liens très faibles entre nous, et on a redensifié, on a rendu les liens beaucoup plus forts. Bon, mais ça apporte de la valeur sur un territoire, ça apporte du business entre les gens, c'est extrêmement tangible. Alors il y a une partie de la valeur qu'a capté Facebook parce qu'on l'a fait dans un groupe Facebook, c'est certain. Mais il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu la présence et la masse critique, malgré tout, hein, il faut savoir s'en servir à bon escient aussi, on n'aurait pas réussi ça. Hein. Et puis, mais bien sûr, il y a une dépendance. Ben, il y a une dépendance aux médias. Après, effectivement, il faut savoir comment on fait évoluer la communauté. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas être prisonnier de ce groupe Facebook. D'accord? Donc après, il faut créer des nouveaux supports et il faut de l'accompagnement sur le long terme, effectivement, pour sortir de là, partir sur des forums, partir sur des sites internet qui nous appartiennent, partir, etc. etc. Ben, c'est sûr, bien sûr, tout ça, ça prend du temps. Mais quand on a besoin d'aller vite, parce qu'une mobilisation, c'est du lobbying, ben, parfois ça peut servir. Voilà. Et puis, je disais, à toute petite échelle, hein, puis je peux témoigner en tant que femme, parce que j'ai la chance d'être la seule femme de ce panel, donc du coup, je vais en profiter. Si je veux en profiter encore 3 minutes. Voilà, les femmes aujourd'hui dans le numérique, elles ont besoin de se faire connaître davantage, elles ont besoin d'exprimer leur talent. Et aujourd'hui, ça a clairement rebattu les cartes pour nous, les femmes, d'avoir accès à ce numérique pour exprimer justement des compétences. Comme ça, je vais pouvoir, en parlant de compétences, passer la parole à Jacques, j'espère, qui va confirmer ça. Et ça nous a donné vraiment de l'élan, ça nous a vraiment donné des capacités. Donc, on a parlé à la fois de l'espace public et des enjeux de l'espace public, de la propriété. On a parlé de ce que ça pouvait faire dans le pair à pair aussi, à une échelle territoriale, et puis à une échelle individuelle, pour des populations qui parfois n'arrivent pas forcément à se faire reconnaître au-delà d'une caricature, d'une image, d'un plafond de verre pour ce qui est les femmes, et qui nous a largement permis de dépasser, sinon je ne serais pas là à témoigner avec vous. On n'avait qu'une demi-heure, j'ai plus le temps. Alors, on a une heure. Ah, c'est cool, j'ai une demi-heure. Moi, j'ai plein de choses qui me sont venues en tête en les écoutant. Je pense qu'on est à un moment de l'histoire du web qui est effectivement pas très sympa, parce que la toute-puissance des plateformes, de toute façon, c'est simple. Tout ce qu'on fait sur le web, à un moment ou un autre, c'est en gros chez Google, chez Facebook, chez LinkedIn quand on parle recrutement, ou chez Twitter. Et ces plateformes-là ont une omniprésence. Ils sont effectivement un accélérateur, un révélateur de ce que sont aussi les défauts de notre société. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un terrain d'expression, avec Thierry, j'étais aussi un des pionniers des blogs, donc depuis 10 ans, il y a eu un terrain d'expression très fort qui permet de partager des idées qu'il n'y avait pas avant. Moi j'ai toujours en tête une image,
quand j'avais 15 ans, je suis allé aux États-Unis, donc c'est il y a hyper longtemps, parce que je suis plus vieux que Thierry. C'était au moment où Concorde voulait aller atterrir à New York et que tous les médias américains, la télé américaine, colportaient que si un Concorde passait au-dessus de chez vous, en tant qu'Américain, votre maison allait s'écrouler. Et moi j'étais au fin fond du Wisconsin, un mois, donc avec des Américains types qui étaient, voilà, la télé c'était la religion. Voilà. Et quand je leur disais que moi j'habitais à Bordeaux, que quand Concorde faisait des essais depuis Toulouse, on le voyait régulièrement passer au-dessus de l'école, et que mon école avait plus de 100 ans et qu'elle ne s'était pas écroulée, déjà, ils m'ont dit, c'est pas possible une école de plus de 100 ans. et deux, ils me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas. Ça a été difficile de les convaincre. Parce qu'il n'y avait qu'une seule voie. Aujourd'hui, grâce au web, les gens s'interpellent un peu plus. Maintenant, il y a des phénomènes de masse, etc., qui existent. Donc moi, je suis un peu plus optimiste. Je crois un peu plus aux gens. Après, je vois d'autres choses. J'ai contribué pas mal à organiser des conférences TEDx, dont l'objet est justement d'aller donner du recul aux gens, mettre en avant des gens qui font des choses différentes. Moi j'ai vu des gens qui faisaient des choses extraordinaires en Afrique, par exemple, et qui permettent de colporter des choses qui vont améliorer la vie de centaines de millions d'Africains ou de gens pauvres de manière générale, parce qu'on colporte des idées qui n'auraient pas eu cette puissance de colportage sans le web. Et puis après, ça améliore aussi effectivement la vie de gens. On voit les choses que par le prisme des startups de Paris, etc. Mais autre petite histoire que j'ai vécue, ça remonte au moins 5 ou 6 ans, je vivais dans une maison à Paris qui avait une cheminée. Alors, aller acheter du bois à Paris sans que ça vous coûte une blinde, parce qu'il y avait des stations essence qui vous vendent du bois, mais le prix de la bûche, c'est le prix d'une bûche de Noël chez le pâtissier. Donc j'ai cherché sur le web, et j'ai trouvé une boîte du Morvan, du fin fond du Morvan, qui me livrait mon ster de bois à un prix tout à fait acceptable, bon, à peu près le double ou le triple de ce qu'il devait pouvoir le vendre en local, et il me livre. Et la première fois qu'ils viennent, je vois débarquer vraiment les bûcherons avec, ils déchargent leur camion avec l'espèce de sac à dos qui ressemble à une luge inversée en bois, et ils empilent un tas de trucs, et puis ils portent ça dans la petite cour. Et je discute, les gars, vous n'avez pas trop de mal à trouver. Il me dit, bah non, avec le GPS maintenant. Donc, et puis je creuse un peu le sujet, et le gars m'explique. Il était tout seul et crevait la dalle, il était agriculteur, il faisait du bois à côté, il crevait la dalle, et qu'aujourd'hui il employait 4 personnes dans le Morvan, grâce à Internet et au GPS. Et il livrait à Paris un niveau de prix moyen qui était hyper confortable pour lui. Voilà, des histoires comme ça, il y en a aussi. Donc c'est certain qu'il faut prendre du recul régulièrement sur ce qu'on fait. C'est bien. Moi, ça m'arrive des fois qu'Hervé, là par exemple, devant me dise t'as pas vu mon tweet? Bah, j'ai dit non, j'ai pas regardé Internet ce week-end. Et faire des coupures comme ça donne un peu de recul. Quand vous allez profiter d'aller des week-ends à la campagne, etc., obligez-vous à faire des coupures et prenez du recul sur tout ce que vous faites. Moi, je fais attention, j'essaye de faire attention à ça. Même si dans mon métier de tous les jours de recruteur, j'utilise une plateforme qui s'appelle LinkedIn, qui est en train de bouffer la plateforme Challenger Viadeo, qui est plutôt on voit disparaître qu'autre chose au rythme où ça va. Et c'est clair que finalement, quand je prends du recul, j'arrive à recruter avant. Ça fait 25 ans que je fais du recrutement, j'ai pas attendu LinkedIn pour faire des chasses et trouver. C'était plus compliqué. LinkedIn m'a énormément simplifié la vie. Maintenant, je suis devenu quand même dépendant de LinkedIn. Voilà. Et donc,
et on n'en est qu'au début des réflexions, ce qu'on voit apparaître aussi dans notre métier du recrutement, c'est des algorithmes de plus en plus puissants qui vont vous apporter et chasser pour vous les candidats en fonction des critères de ce que vous recherchez. Donc on n'en est pas encore là, mais c'est une vraie question. Comment, d'un côté, c'est effectivement super attirant en tant que chasseur de tête, de dire, voilà, il suffit que je fasse bien mon annonce, je décris bien ce que je cherche, et j'ai un algorithme qui va aller chercher les candidats qui correspondent, et qui va aller les chercher sur des critères qui sont des critères de compétences ou d'attitude, et pas simplement cherche à un ESC premier niveau, avec 2 ans d'expérience, qui parle anglais et allemand courant. Voilà, c'est pas ça, on va bien au-delà, mais donc c'est tentant. Maintenant, il faut faire attention à son métier et prendre du recul beaucoup par rapport à ça, parce que finalement, c'est la machine qui va driver ma vie de recruteur. Question. Je voudrais réagir à ça. Ça me fait penser à... Dis-moi, il y avait une conférence ce matin de Pierre Coll à laquelle j'ai assisté à la fin, mais sur l'open data, et je reviens là-dessus, mais parce qu'on a du coup une responsabilité au moment où on se dit qu'on peut reprendre la main sur une partie justement des données, qu'on peut reprendre la propriété des données. Effectivement, les algorithmes nous pourrissent la vie quand même, pour dire les choses comme elles sont. Là, je rejoins assez ce que disait Thierry. Moi, petit à petit et assez tôt, pour vous donner un exemple, sur Facebook, je m'étais, comme vous, j'imagine, rendu compte, déjà il y a 1 an, il y a 2 ans, qu'on avait du mal à voir ses amis sur Facebook. Et donc, ça me prenait un temps fou pour aller volontairement rechercher le profil de certaines personnes, pour aller au moins liker de temps en temps un statut, pour être sûr que j'allais pas les perdre de vue. Donc en fait, j'avais une tâche supplémentaire hebdomadaire qui consistait à ça fait longtemps que j'ai pas vu un tel dans mon flux, il faut absolument que j'aille le chercher, que j'aille au moins avoir une interaction au sens de l'algorithme de Facebook pour être sûr qu'il s'affiche bientôt et que je vais pas le perdre de vue. Voilà, parce qu'on pense qu'on reste en contact, en fait on disparaît. Voilà. Et donc au moment où on peut reprendre la main du point de vue de ce que sont les données ouvertes, et donc cette capacité à récupérer ce qui n'est pas encore de l'information, mais qui pourrait être traité justement sous forme d'information. Il ne faut pas trop se tromper sur le fait que l'open data, ça n'a rien à voir avec une certaine forme de neutralité. Et donc il n'y a pas de neutralité dans l'intention, en tout cas. Il y a toujours une intention. Donc vous, en tant que public, j'imagine, il y a aussi des développeurs dans la salle, etc. Vous avez cette responsabilité, on a tous cette responsabilité quand on travaille sur les données, sur la programmation, sur le développement, de savoir ce que ça veut dire lier des données, quelles règles on va donner, quels présupposés on donne à ça, et quelle est l'intention qu'il y a derrière. Voilà. Donc lier des données ouvertes, c'est aussi les documenter. Comment on va les documenter, et je reviens donc à ce que disait Pierre Coll ce matin, parce que c'est une question qui lui était posée, il y a toujours un présupposé culturel, et on ne lira pas les données de la même manière dans certains pays et dans d'autres. Ça c'est important, c'est la diversité du monde, et effectivement on nous l'efface. On nous la supprime, on nous en prive, et ça je crois que si on s'intéresse justement à cette plus grande transparence, à cette plus grande réappropriation des choses à travers la donnée, on doit se poser ces questions parce que c'est le moment de le faire. Comment est-ce qu'on est passé de... C'était très intéressant ce que vous disiez au début. Si vous pouvez reprendre, comment est-ce qu'on est passé d'un domaine de grande liberté à la concentration que vous avez décrit là? Comment l'évolution s'est faite? On ne dit jamais. Le problème, c'est cette fameuse loi winner take all. C'est que dès qu'on a quelques liens de plus que les autres, en fait, il y a plus d'informations, plus de connexions qui se font. Et plus on en a, plus on va gagner. On va pouvoir en créer plus que ceux qui arrivent. Donc une fois qu'on a commencé, on a un petit avantage qui va devenir exponentiellement plus grand. Et ça c'est comme ça. C'est comme ça, il faut être conscient de ce phénomène-là. Et par exemple, les gens qui ont créé Facebook, ou n'importe quelle boîte, même des boîtes beaucoup plus petites, j'en connais beaucoup, et ils ont l'impression qu'ils sont géniaux,
Et souvent, ce sont les ultra-libéraux, parce qu'ils se disent, moi j'ai gagné de la thune, j'ai fait ça, ça a marché, c'est parce que les autres auraient pu le faire. Mais non. Cette loi de winner take all, il y en a certains qui vont gagner parce qu'ils vont avoir un micro-avantage, et souvent c'est parce qu'ils ont eu la chance d'être là avant les autres, au bon moment, etc. Et puis ça s'amplifie. Bien sûr, il faut bosser, ça, il faut toujours bosser, mais c'est pas forcément le mec le plus génial qui gagne. C'est celui qui va être au bon moment pour pouvoir gratter plus de liens que les autres. Et ce qui est bien pour ceux qui se lancent aujourd'hui, c'est qu'il y a dans les nouveaux domaines, on peut recommencer cette histoire-là. Et rien n'empêche qu'on arrive à faire tomber Facebook ou Google, mais ça va être de plus en plus dur mécaniquement. Donc voilà, et le phénomène est là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher? Moi, je pense que c'est la gravité. On a inventé les avions pour lutter contre la gravité. On n'a pas supprimé la gravité. La gravité était toujours là, mais on a inventé des manières de voler de plus en plus folles. Maintenant, on se jette d'en haut des falaises avec juste des petites ailes. C'était impensable. Donc, on arrive à lutter contre la gravité. Donc, c'est une sorte de loi de même nature, le winner take all. Il faut qu'on lutte contre cette loi. Donc, en conscience, parce qu'il faut qu'on prenne chacun de nous conscience que cette loi et que c'est une saleté. Et il faut aussi, au niveau juridique et au niveau des institutions, qu'on fasse des choses pour pas qu'elle nous mange. Parce qu'autrement, elle va nous manger. Elle va nous manger. Parce que le pouvoir, quand j'ai commencé, le pouvoir, c'est quelque chose qui nous dévore. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très vite rédacteur en chef. J'avais 28 ans, 40 bonhommes sous ma responsabilité. Je prenais l'avion pour aller aux États-Unis, comme ça. Et moi, de suite, ce pouvoir-là est affolant parce qu'on se laisse aspirer par ça. La plupart des gens, ils tombent là-dedans. Moi, ça m'a fait du mal, parce que je voyais que je faisais du mal aux autres, donc je fuis ce monde-là. Mais la plupart des gens se font aspirer. Il y a pas de quoi. C'est très dur de résister à ce pouvoir-là. Il faut avoir une petite tare, je pense, pour résister. Et les gens de Google, c'est quand on les regarde parler, on sent bien que ça les a complètement pris. Ils croient que ils eux-mêmes ont oublié la loi, parce qu'ils la connaissent très bien. Surtout les gens comme les Brin, etc., cette loi. Mais ils croient que c'est eux qui sont géniaux et qui font tout ça, alors que c'est juste un mécanisme, voilà, c'est juste un mécanisme comme de la société qui les fait mécaniquement émerger. Et si on leur coupe la tête aujourd'hui, par exemple, on coupe la tête à Google, demain, immédiatement, il va y avoir une autre entreprise qui va prendre sa place. Donc ça, c'est pas la solution de dire je censure Google. Ouais, je partage tout à fait ce que tu dis, mais je ne suis pas certain que ce soit uniquement lié à la loi winner take all. Parce que dans certains cas, on obtient de très beaux résultats. Alors je ne sais pas comment vous considérez Wikipédia et tout ce que fait la fondation Wikipédia. Le mot à pas dire. Dans un certain sens, on est dans une situation où... Et je pense que derrière ce que l'on dit et les dangers que l'on sent, il y a aussi l'évolution de la notion de propriété. Si on avait toutes les règles de propriété au début de notre histoire de la civilisation, on n'aurait jamais eu de tradition orale, personne n'aurait osé raconter quoi que ce soit, on n'aurait probablement pas du tout été civilisé. Donc il y a aussi peut-être aussi les questions à la base liées à la propriété, individuelle, collective. En quoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un film qui a un succès mondial, est-il la propriété de celui qui a créé le film, ou finalement une propriété de tout le monde, puisque tout le monde l'a regardé, tout le monde se l'est approprié. Je trouve qu'il y a énormément d'autres questions et d'autres facteurs qui font que dans certains cas ça conduit à des plateformes monopolistiques, et dans d'autres cas, un grand nombre de personnes en bénéficient quand même avec moi, à titre personnel, je ne suis pas pessimiste. Moi, je suis communiste. Alors, communiste. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas d'œuvre personnelle. C'est pour ça que la plupart de mes textes, je les diffuse en Creative Commons, parce qu'on n'écrit jamais seul. Hein, on se sert on a lu d'autres livres, etc. Donc je ne crois pas que quelque chose vienne d'une seule personne. J'y crois pas du tout. C'est pour ça que je suis communiste. Pour Wikipédia. Wikipédia, ce qui se passe avec Wikipédia, c'est super le projet Wikipédia au départ. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une administration. Les gens qui gèrent Wikipédia, alors ce sont des fonctionnaires bénévoles. C'est quand même la perversion ultime. Le fonctionnaire, avec tous les inconvénients du fonctionnariat, mais sans la sécurité de l'emploi, sans rien. Mais qui a besoin de prouver son existence par son pouvoir.
Et Wikipédia, c'est vraiment... Je ne vais pas raconter l'histoire qui vient de se passer là, mais on se confronte à toute une hiérarchie de Wikipédia où il y a des gens qui ont le pouvoir de censure, le pouvoir de voter, qui empêchent des gens qui savent, qui pourraient défendre un point de vue, qui leur interdisent de venir le défendre parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, ils n'ont pas été intronisés par un certain nombre de contributions. Donc quelque chose qui était très ouvert est en train de se fermer à un point inimaginable aujourd'hui. En fait, il y a des vrais enjeux de gouvernance. Exactement. Ce qui est collectif. Ouais, Et ouais. encore aujourd'hui trouvé la preuve. On n'a pas su, et c'est pour ça que la fameuse intelligence collective, on n'a pas su encore la mettre en œuvre, vraiment. Alors on a des balbutiements, hein, c'est pas, bien sûr, moi je suis d'accord avec toi, hein, on a fait plein de choses, mais par rapport à ce qu'on peut faire, et à l'urgence de certains problèmes, on avance super lentement. Donc c'est tout, donc il ne faut pas être pessimiste, et je pense qu'il faut être conscient, et si on devient tous conscients, on va régler le problème. Mais il faut que la conscience augmente. C'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas eu un petit fantasme d'intelligence collective qui n'existait peut-être pas ou pas beaucoup, que les autres du départ s'entendaient bien entre eux, se trouvaient très très futés, mais il y avait quand même la télé, le pinard, le loto, et voilà, ça n'a peut-être pas beaucoup changé, ça se passe sur Facebook maintenant, mais... Je continue alors. Le problème de l'intelligence collective, c'est qu'on sait que des problèmes simples, on peut les résoudre avec des structures hiérarchiques. On sait que des problèmes qui sont très complexes, les structures hiérarchiques sont incapables de les résoudre parce qu'on ne peut pas les découper en sous-morceaux et donner à chaque morceau de la hiérarchie une partie du problème à résoudre. Donc en gros, voilà pourquoi par exemple le problème écologique, les problèmes financiers, on ne peut pas les découper en fait, tout est interdépendant. Donc la seule façon qu'on a de résoudre ça, c'est d'augmenter l'intelligence des systèmes, et c'est pas en créant les systèmes hiérarchiques qu'on va y arriver. Donc, si on n'augmente pas le niveau d'intelligence collective, on va à une catastrophe pour l'humanité. Et on va traverser une catastrophe, parce que les problèmes qu'on a là, on va pas réussir à les résoudre. Donc, on va aller droit dans le mur et on va exploser. Donc, on a la chance d'avoir inventé Internet au même moment que ces problèmes-là sont devenus hyper visibles et hyper visibles pour nous. Donc on a les problèmes qui sont arrivés, en même temps on a l'outil qui permet de nous organiser, a priori, pour pouvoir les résoudre. Donc c'est fabuleux, on a plein d'espoir. Mais si vous écoutez les gens parler, les politiques, je parle les gens, ce sont des pingouins. Ils sont incapables, aucun n'est capable de faire augmenter l'intelligence collective. Ils continuent à croire que eux, ils ont la solution au problème. Un problème complexe, personne n'a la solution au départ. Donc il faut changer de méthodologie, il faut dire, on a identifié que c'est un problème complexe, donc c'est pas une approche hiérarchique qui va permettre de le régler. Donc il faut faire des expérimentations, il faut essayer, il faut que plein de gens de plein d'endroits essayent des choses, et ça va se propager. Le bon exemple de ça, c'est comment les politiques réagissent face au chômage. Aujourd'hui, aucun politique n'a conscience de ce qui est en train d'arriver dans les usines. C'est-à-dire, la première génération de robots, on dit aujourd'hui, les usines automobiles, elles sont hyper robotisées. Non, il y a encore plein de gens dedans. Demain, mais quand je dis demain, c'est dans moins de 10 ans, il n'y aura plus personne. Parce que les petits robots, quand vous voyez les petits robots Aldébaran, d'autres trucs comme ça qu'on perçoit comme des gadgets aujourd'hui, sont des robots qui demain vont être capables d'avoir une précision chirurgicale. On se fera peut-être opérer par des robots dans 10 ans. Et donc aucun politique n'a pris de conscience que l'emploi, ça doit se traiter aussi avec cette vision-là. Parce qu'on regarde le chiffre du chômage du prochain mois. Et on fait des mesures à la con pour y répondre. Moi je crois que, et tu le disais très bien, Internet est un formidable outil révélateur de ça et de prise de conscience, mais c'est à chacun aussi, citoyen, membre du monde, d'essayer de contribuer à changer le monde. C'est toi qui disais, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et c'est exactement ça. Alors, sur l'intelligence collective, moi je crois profondément en l'intelligence collective. Je ne crois pas que Facebook crée l'intelligence collective, je ne crois pas que Twitter crée l'intelligence collective, mais je crois profondément en l'intelligence collective, à toutes les échelles.
Ça veut dire pouvoir se retrouver physiquement dans une salle comme celle-là, dire, parce que je l'ai expérimenté dans une association qu'on a fondée qui s'appelle Union Web, la Fédération des acteurs du web, dont le principe c'est la collaboration et l'entraide. Voilà, c'est associatif, c'est loi 1901, c'est bénévole. L'idée c'est de se retrouver par exemple dans des forums où à peu près le même nombre de personnes que ce qu'il y a dans cette pièce. On fait la liste, on dit tous ceux qui sont venus avec des problèmes à résoudre. Et puis on demande sur cette liste-là à l'ensemble des personnes qui sont présentes de voter pour les problèmes qu'ils veulent résoudre. Et puis ensuite, tous ceux qui le souhaitent vont, donc pour les 5 premiers problèmes, etc., se retrouver en équipe. Bon, c'est sûr qu'à la fin de cette soirée-là, l'intelligence collective a permis de résoudre beaucoup plus vite le problème de ces personnes qui sont venues enrichies d'expériences des autres, et que d'avoir vécu ça, pour l'avoir déjà vécu avec d'autres, c'est extrêmement vivifiant, extrêmement rafraîchissant, et en plus ça va très vite. Donc ça existe dans la vraie vie. Et puis l'intelligence collective, c'est aussi, tout à l'heure je parlais de Google Maps, Google Street View, etc. OpenStreetMap, évidemment, qui est donc le pendant commun, enfin en bien commun, de la cartographie, et qui a permis au moment des incidents, c'est très connu cet épisode d'Haïti, de cartographier tous les points d'aide, d'eau, etc., en quelques heures, voilà, en 48 heures, etc. Et donc qui a permis tout d'un coup, alors qu'il n'y avait absolument rien de cartographié sur Haïti, d'avoir toutes les routes d'un coup dessiner des points stratégiques, etc., pour l'aide qu'on pouvait apporter. Donc ça veut dire tout d'un coup toute une communauté, pas du tout des gens qui habitaient sur place nécessairement, qui simplement se mobilisent et arrivent à rendre une aide humanitaire, humaine, de première nécessité à une autre population à l'autre bout de la planète. Donc oui, ça existe, mais effectivement, ce qui est extrêmement difficile, c'est que les outils mainstream, ceux qui nous sont donnés à utiliser au quotidien, sont pas ceux qui le permettent. Voilà. Et là, moi, je crois tout à fait dans le silo, dans le fait que, effectivement, ça nous éloigne de plus en plus, et que donc il faut, voilà, je vais répéter, mais et être conscient et agir en conscience. Voilà, redire ce que disait Thierry pour ça. Je vais enfin récupérer le micro. Ah, elles sont dures avec moi. Alors, c'est ça, j'ai complètement zappé. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, non, il y avait un point, parce qu'en fait, on parle de tout ça, moi, c'est l'aspect concentration qui m'inquiète en fait énormément. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des aspects positifs dans le web, on voit que ce sont des outils extraordinaires qui nous permettent de faire des choses, on est tous d'accord qu'on n'aurait pas pu faire, on a de la visibilité, on a de la proximité. Maintenant, voilà, alors maintenant, c'est pas, enfin, pour moi, voilà, visibilité, j'en ai plus que si j'avais pas eu le web. Maintenant, on est hyper dépendant. Et le plus on aura cet effet de concentration, de winner takes all, on aura de plus en plus de concentration, donc de la dépendance. Donc ça pose la question certainement de la neutralité. Moi, ça me pose la question en fait de l'éthique, c'est-à-dire c'est plus que du juridique. C'est est-ce que la loi devrait finalement imposer aux acteurs une forme de réglementation éthique? C'est ça le problème. Donc soit on leur interdit de devenir aussi gros, soit s'ils le deviennent, ils doivent respecter une règle du jeu. Et on commence à le voir, c'est marrant parce qu'on a des toutes petites jurisprudences. Moi, je me souviens d'une jurisprudence sur un comparateur de prix qui doit dater d'un an, où les magistrats commencent à dire attention, vous êtes comparateur de prix, vous ne devez pas tromper. Vous ne devez pas tromper les consommateurs. C'est-à-dire que votre boulot, c'est de comparer des prix, vous devez le faire de façon honnête. Donc si vous êtes payé pour faire remonter en ranking des résultats alors que ce n'est pas le meilleur, vous trompez les consommateurs. Donc ça, ce genre de réflexe-là, moi je trouve ça... Ouais. Bah, après, on dit à Google, vous devez le mettre en lien sponsorisé, ça doit être apparent. Donc ça revient un peu au même, mais de dire, ces grands acteurs-là, le contrôle, c'est pas seulement ce que fait la CNIL, de dire on veut savoir ce que vous avez, par exemple, comme données, combien de temps vous les conservez, quel croisement vous faites de données, qu'est-ce que vous déduisez sur les personnes, en termes d'habitude de consommation, en termes de... Non, c'est plus que ça, c'est votre responsabilité même dans le paramétrage des algorithmes dont on parlait. C'est-à-dire que l'algorithme...
il peut devenir un censeur extrême, et donc du coup il faut absolument mettre en place, un peu comme les lois de la robotique finalement, il faudrait mettre des lois en place pour dire voilà, vous êtes un acteur, vous allez conditionner, vous êtes capable de créer des guerres, de créer des mouvements de foule, de faire tomber des États, c'est incroyable ce qu'on peut faire maintenant. Donc si vous êtes capable, je regarde peut-être trop les séries télé, hein, mais si on en est là, ça veut dire qu'il faut certainement une loi. Alors je dis une loi, c'est même pas une loi, c'est une convention internationale. Je veux dire, on est au niveau interétatique, quoi. On n'est pas au niveau de la France ou même de l'Europe. C'est un truc, voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en France, alors on est complètement paumé, c'est vrai que là, au niveau, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas du tout cette visibilité-là, à mon avis. Mais ils sont en train de se dire toujours, c'est les méchants Google, c'est les méchants Facebook, c'est les méchants. Parce qu'ils sont trop gros. Alors c'est vrai que tout le monde s'inquiète. Moi je travaille avec des gens dans le tourisme, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se regrouper, se concentrer. On parle d'open data, oui. Ils pensent open data, ils pensent aussi en quoi on est utile encore. Je parle des CRT, je parle des comités régionaux de tourisme, comités départementaux de tourisme, les offices de tourisme. Ils sont en train de se poser la question tous, mais qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Parce que à quoi on sert une fois que on a tout référencé, qu'on a tout mis sur Google Maps, qu'est-ce qu'on devient? Et donc, ils ont besoin d'eux parce qu'ils leur donnent de la visibilité, ce sont des diffuseurs pour eux, mais en même temps, ils ont besoin d'exister. Donc, aujourd'hui, si on met tout entre les mains des grands acteurs, ça veut dire que demain, ces gens-là vont disparaître. Aujourd'hui, bon, au-delà du fait que ça fait des emplois, c'est aussi des gens qui ont une qualité de données et qui ont une objectivité dans la donnée. C'est-à-dire que la donnée qu'ils nous sortent, elle est propre. C'est une donnée qui n'est pas trafiquée. Alors qu'une fois que c'est remis dans les mains de Google, je suis désolé, moi je sais plus ce que ça devient. Je ne sais pas ce que Google va pouvoir orienter, s'ils seront payés par le meilleur, et donc c'est la donnée qu'ils voudront bien faire remonter qui remontera. Donc là, il faut impérativement qu'il y ait des lois, à mon sens. Alors c'est peut-être trop régulé, mais il faut qu'il y ait des lois pour juguler ce genre de phénomène, ce genre de risque. Sauf que la grosse difficulté, c'est comment mettre le curseur. Tu parlais des algorithmes. Dans le recrutement, par exemple, aujourd'hui, il y a des algorithmes pour trier les CV. Il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites aux États-Unis et dans d'autres pays, qui démontrent que le robot qui trie les CV est un meilleur recruteur que le recruteur humain, parce qu'il est moins discriminant, il ne se fatigue pas, il est plus juste. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais au final, ce que c'est pas encore faire le robot, mais oui, mais il a été conçu, mais et c'est une aide. Maintenant, demain, là aujourd'hui, on a besoin de voir le candidat. À un moment, le manager va se dire est-ce que j'ai envie de bosser avec lui ou pas, hein. La finalité d'un recrutement, il y a un moment, de toute façon, quelle que soit la qualité des CV, la qualité des mecs en entretien, il y a une question de feeling qui est inexplicable. Moi, des fois, je sais qu'en voyant un candidat, je dis celui-là, il va plaire à mon client. Je le sens. Je suis pas capable de vous dire pourquoi. Et c'est lui qui est recruté. Et qui a les mêmes, qui a globalement le même CV que les 3 ou 4 autres que je présente à côté. Voilà. Donc, le robot, aujourd'hui, il peut aller très loin dans l'aide, dans le sourcing, dans l'aide au tri de CV. Maintenant, qui le contrôle? Mais quand tu fais confiance à un robot qui est LinkedIn, pour vous donner un ordre d'idée, comme le sujet des data et de l'exploitation du matching de CV, etc., est super important chez eux, il y a 400 personnes chez LinkedIn qui ne travaillent que sur la data, dirigée par un Français. L'histoire du contrôle. Si vous croyez que c'est pas possible, cette histoire de contrôler ce que font les algorithmes. Un exemple concret de ce que fait aujourd'hui depuis de très longues années au niveau des jeux de hasard, tout simplement l'État. On est à côté d'un casino là. Bon, je ne sais pas si vous savez que les casinos, les machines à sous, ont un algorithme du coup aléatoire qui est parce qu'il faut qu'il y ait un certain taux de gain. On ne peut pas vous escroquer autant que vous pouvez le croire. Et les machines, quand elles sont réglées avec un expert ou je ne sais plus qui, et elles sont scellées.
Et dès qu'ils doivent faire de la maintenance, il faut que cet expert soit là pour voir si on ne trafique pas la machine. Je veux dire que c'est exactement le même système, c'est-à-dire que c'est l'État qui se mêle de savoir si derrière la machine, il y a une certaine objectivité, il y a un aléa suffisant. Alors c'est pas un vrai aléa parce qu'on sait exactement la proportion de gain. Voilà, mais il doit y avoir une chance de gain. Donc on peut imaginer par extrapolation que ce genre de réglementation à un autre niveau est envisageable. Alors avec d'autres moyens que de mettre des plombs à l'ancienne sur des machines et des scellés, mais on peut imaginer des plombs numériques. Je veux dire, on peut arriver à des trucs absolument incroyables, des usines à gaz juridiques. Une fois de plus, je vis de la complexité. Mine de rien, c'est peut-être possible. Et enfin, moi, j'y vois quelque chose d'assez souhaitable. Alors peut-être le curseur, c'est vrai, il est très très difficile à passer. Moi, j'ai une réponse. Il y a une réponse logique en fait pour expliquer que c'est difficile à faire en fait le contrôle. C'est que ça, c'est Valentin Turchin, je sais pas, 1975. Il a démontré que pour qu'un système contrôle notre système, il fallait que donc on imagine des systèmes qui sont découpés en modules. Il faut que l'organisme le système qui manage, son niveau de complexité soit supérieur à la complexité de la zone la plus complexe du système qui manage. Donc ça veut dire que si on a un algorithme d'une certaine complexité, pour qu'un autre puisse le surveiller, il faut que sa complexité soit supérieure. Et le problème, c'est qu'il y a le nouveau algorithme, il va falloir qu'on contrôle sa propre complexité. Donc ça y est, c'est exponentiel et on explose. En fait, on peut pas, au bout d'un moment, on ne peut pas contrôler les algorithmes. La seule façon, à mon avis, d'arriver, c'est arriver à décentraliser. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un LinkedIn, mais qu'il y en ait plein dans tous les domaines. Il faudrait arriver que nous soyons assez intelligents pour être sur plein de réseaux en fonction de nos professions, de nos goûts, etc. Plutôt qu'être tous au même endroit. C'est le fait qu'on soit tous au même endroit qui facilite le contrôle, mais contrôler ce contrôle, ça va devenir très très difficile. Voilà. Et par rapport au chômage, on a fait tout depuis des siècles pour ne pas travailler. Donc c'est super qu'il y ait des chômeurs. C'est une victoire de notre société. Donc il faut arrêter de se plaindre, il faut accepter qu'on est capable, qu'on peut faire une société où on ne travaille pas tous, on ne va pas pouvoir tous travailler. Parce qu'il y a des algorithmes qui travaillent pour nous. Oui, voilà. Quand il va y avoir des robots conscients, intelligents, ils vont faire tout le boulot, nous on n'aura plus rien à faire. Hein. En plus, on va vivre 2 fois plus vieux. Toute l'avancée de la médecine, l'avancée de la médecine est exponentielle. La médecine, elle avance aussi vite que l'informatique, même peut-être plus vite. Les microbes aussi. La courbe d'espérance de vie, elle monte. Tu es pour une bonne Ebola partout, c'est ça? On va vivre plus vieux. Vos enfants ont toutes les chances de vivre 150 ans et plus. Non. Si. Mais si, et en bonne santé. 150 ans en bonne santé. Donc, avec la retraite à 60 ou 65 ans, il y a des vraies questions. Je sais que le temps est presque passé ou passé, donc j'anticipe sur la conclusion. Je vais faire un petit mot pour dire que moi, ce que ça m'inspire surtout, c'est des réflexions qu'on n'a pas tout à fait poussées, mais qui sont autour de la gouvernance de l'Internet, et que c'est cette question-là, à mon avis, qui est au cœur. Et qui est de savoir, puisqu'on dit algorithme des algorithmes, neutralité, enfin finalement en filigrane, je pense qu'on a beaucoup évoqué cette question-là. Et effectivement, à travers les régulations, qui à mon avis sont des régulations qui ne peuvent pas arriver au niveau français, qui peuvent arriver qu'au moins au niveau européen. La réflexion, elle est à cette échelle-là. Je voulais conclure. Je suis désolé de vous avoir enfermé dans cette pièce. Je fais référence à la dernière fois qu'on a fait une causerie, on était les pieds dans l'eau à 7, au bord de la mer. Donc, tu vois, des fois on arrive quand même à sortir un petit peu. J'espère que ça vous a plu. On va continuer à tweeter. Parce que tout ce qu'ils disent là, suivez les blogs, suivez les Twitter, ça va perdurer le discours, on va faire perdurer un peu les choses. Et puis je vous remercie d'avoir participé, d'avoir tweeté. Il y a eu plein de questions, donc vous avez plein de choses à répondre et à suivre. On a lancé le débat, on va le continuer. Puis j'essaierai de refaire ça l'année prochaine, les choses suivantes. Parce que je pense que les gens, ils aiment bien. Quand vous êtes dans la salle, vous avez apprécié ce type d'échange, même si c'est un peu court. On a pris un peu le temps quand même d'échanger. Avec des points de vue, vous avez vu, hein, c'est contrasté, c'est différent. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc à une prochaine alors.